Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Ce podcast fait suite au dernier live dans lequel nous avons parlé de la nutrition du cheval de sport avec notre vétérinaire Cyril. Hello Cyril, Salut Florie. tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, très bien, merci d'être là. Est-ce que pour commencer, on va admettre qu'on part de zéro. Tu pourrais nous redonner les bases un petit peu à respecter pour la mise en place d'une ration équilibrée pour son cheval de sport? Oui, bien sûr. Donc, comme pour tout cheval, on va dire, la base, c'est de repartir du fourrage, de l'eau, et donc une eau de bonne qualité à disposition, d'un foin également, alors en général de prairie, également de bonne qualité, bien récolté, non poussiéreux, et puis une pierre à sel, une pierre de sel blanc classique, qui pourrait être disposée sur un support adapté ou dans la mangeoire. Ok. T'as des notions de quantité un petit peu à nous donner? Enfin, à volonté, j'imagine, pour le foin, mais il y a un minimum Oui, sûrement à respecter dans le cas où bah, il serait compliqué de le mettre à volonté. oui, bah, en fait, à volonté, je dirais même à disposition en permanence, jour et nuit. Alors après, et il est clair que pour certains chevaux, puisque bon, chez le cheval de sport, on va pas se mentir, la problématique, une des problématiques principales est le surpoids, de mon point de vue. Donc on a toujours tendance à faire attention à la prise de poids de son cheval. Donc quelquefois, on a un petit peu, voilà, on trouve pas forcément cela logique de mettre du foin à volonté. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de partir sur une quantité de moyenne de 1,5 kg à 2 kg de foin distribué pour 100 kg de poids vif. Donc ça fait un petit 8 kg jusqu'à 10 kg pour un cheval de 500 kg. Et après, on peut le disposer alors soit au sol, pas loin de l'abreuvoir, ou alors pour les chevaux, ceux qui ont besoin enfin pour lesquels on a besoin de surveiller la prise de poids, on peut le disposer dans un filet à foin par exemple, ou autre dispositif qui permettra d'étaler l'ingestion du foin et de mieux répartir finalement la quantité ingérée sur les 24 heures. D'accord, de manière à ce qu'il le mange plus lentement, mais à ce qu'il en ait quand même tout au long de la journée et de la nuit. Oui, c'est ça exactement, parce forcément on fait attention à son métabolisme, à la prise d'état, on fait attention aussi à sa santé digestive, d'où l'intérêt de lui permettre d'en manger un peu tout le temps pour éviter les phases de jeûne. Et puis en plus de ça, il y a le côté, on va dire, psychologique, ennui, puisque le cheval de sport est souvent un cheval qui est confiné au box quand même une bonne partie de la journée. Alors pas toujours, mais ça arrive. Voilà. On a quand même souvent des chevaux qui sont plusieurs heures au box. Donc ça permet aussi de tuer l'ennui, on va dire, pour ces chevaux. Voilà. C'est un facteur d'occupation aussi. Ok, tu disais assez proche de l'eau, pour quelle raison? Parce que déjà, l'eau et la prise d'eau déjà conditionne la prise de foin, la gestion de foin. Donc déjà, ça paraît logique. Et puis, ça arrive dans les écuries d'avoir des chevaux qui ont besoin de tremper leur foin avant de manger. Alors, je connais pas la raison exacte. C'est une question de consistance, justement d'humidité, puisque l'herbe, à la base, le cheval est fait pour manger de l'herbe. On sait que l'herbe est un fourrage qui est humide, qui contient à peu près 80% d'eau. Donc voilà, il y a peut-être une question de cet ordre-là. Mais en tout cas, moi, dans les écuries où je vais, à chaque fois, quasiment, il y a un cheval qui a besoin, au moins un cheval. Quelquefois, il y a des écuries où c'est la moitié de l'effectif. Voilà, ils ont besoin de tremper ce foin dans l'eau. Alors, il faut surtout pas les priver, de mon point de vue, et les en empêcher. Donc, Ok, donc voilà. le foin conditionne l'ingestion d'eau et inversement. C'est Et ça. le sel a aussi son importance là-dedans? Oui, le sel, effectivement. Alors, parce que déjà, ça permet ça va faire boire le cheval, et puis on sait aussi qu'un cheval de sport est un cheval qui travaille et donc qui potentiellement va suer. Et on sait que la transpiration chez le cheval est une sueur, enfin voilà, la sueur est chargée en électrolytes, notamment en sodium, chlorure. Donc le fait de mettre une pierre à disposition, ça permettra au cheval de se réguler au moins en partie, et donc puisque le cheval théoriquement est capable de se réguler sur les apports de sodium. Alors après, faire attention quand même, parce qu'on peut avoir des chevaux qui peuvent développer des petits troubles comportementaux liés au confinement, liés à l'ennui, et qui peuvent se jeter sur la pierre, à sel, et voilà. Donc ça, faut quand même rester vigilant. Okay. Et pierre de sel pure, dans tous les cas. Oui, du sel blanc, ça c'est la base. Okay. Pendant le live, tu as parlé du foin comme source d'énergie. Je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas suffisamment conscience. Est-ce que tu as juste un petit mot à ajouter là-dessus, enfin à dire là-dessus?
Oui, exactement. Bah, le foin, ça, on me l'a souvent répété quand j'étais à l'école. 2 kilos d'un bon foin correspond en énergie, hein, en énergie nette, donc en UFC, si on prend le système français, à 1 kilo d'orge, par exemple, ou 1 kilo de concentré, si on schématise, puisqu'aujourd'hui, tous les chevaux ne mangent pas forcément de l'orge. Donc, ça veut bien dire qu'il ne faut surtout pas négliger les apports de fourrage, puisque, on va dire d'un point de vue mathématique, si un cheval ne mange pas, enfin, mange 2 kilos de foin en moins que ce qu'il devrait manger, eh bien, il faudra ajouter 1 kilo de concentré en plus, donc finalement pour compenser ce déficit énergétique. Et donc, moi, je préfère plutôt voilà, conseiller aux gens de mettre du foin, mettre ce qu'il faut en foin, et puis de compléter après avec une ration concentrée. Ben voilà, juste ce qu'il faut et faire attention aux quantités distribuées. Parce que quand on se retrouve avec des quantités de concentré très importantes, moi, c'est une des premières choses que je regarde, c'est la quantité de foin ingéré, en tout cas ce qui est estimé, déjà en distribué, et puis après on voit s'il reste, si le cheval gaspille ou pas. Mmh. Mais voilà, il faut faire attention. Quantité ingérée, ouais, tu as bien insisté là-dessus. Oui, ouais, ouais, ça c'est vraiment, c'est important. Et sur la qualité du foin, il y a des choses sur lesquelles s'attarder? Comment est-ce qu'on peut connaître la qualité de son foin et quelles conclusions on peut en tirer en fonction des résultats? Bah, effectivement, alors après c'est un peu technique, mais le foin en tout cas c'est important de le faire analyser. Et puis en fonction des valeurs qu'on va obtenir, ouais, on va analyser des valeurs assez, ce qu'on appelle des constituants analytiques, hein, les protéines, la teneur en cellulose, en cendres, en sucre soluble aussi. Et bien à partir de là, on va pouvoir calculer une valeur qu'on appelle des valeurs de rationnement, valeur UFC, valeur MADC. Et donc la valeur en énergie qui est la valeur UFC, donc l'équation prend notamment en compte la cellulose brute, donc la teneur en fibres, hein, et la protéine, sachant que plus un foin est protéiné, plus il sera énergétique, et plus il sera riche en fibres, donc en cellulose, moins il sera énergétique. Donc en soi, c'est pas forcément voilà, les chevaux qui ont des besoins qui sont plutôt faibles, c'est pas forcément un souci que le foin soit faiblement pourvu en énergie, c'est-à-dire haut en cellulose. Le souci, c'est que souvent, un foin qui a ce profil-là, donc qui est plutôt riche en Tu as fibres, dit haut en cellulose, hein, c'est ça? ouais, ça, Ouais, qui est ouais, élevé ouais, en ok. cellulose, Mm. souvent ces foins-là sont également pauvres en protéines, puisqu'on arrive sur un stade végétatif qui est plutôt avancé. Donc on a en fait surtout de la structure, de la tige, etc. On a moins de feuilles proportionnellement. Et donc le souci, souvent, c'est qu'on a des foins qui vont être pauvres en énergie et également pauvres en protéines. Donc finalement, on a deux choses à ajuster potentiellement. Alors l'énergie, c'est pas très compliqué. Par contre, la protéine, quelquefois, si on ne le corrige pas via la ration concentrée, on pourra avoir un cheval qui sera correctement couvert d'un point de vue, on va dire, niveau d'engraissement, état corporel au niveau des côtes, etc. Par contre, on pourra avoir un cheval qui aura une musculature insuffisante au niveau du dos, au niveau de la sangle abdominale, par exemple. Donc là, ça nécessitera de corriger le foin. Alors, pas forcément sur l'énergie, là, pour le coup, mais plutôt sur les apports protéiques. Ok, c'est clair. Je reviens sur l'eau, je suis désolée, c'est un petit peu décousu. Tu pourrais juste nous redire un petit peu, enfin nous redonner un peu les besoins en eau d'un cheval à l'entretien, Ouais, comparativement à ceux, enfin les besoins d'un cheval à l'effort comparativement à ceux d'un oui. cheval en entretien, pour qu'on ait une idée des besoins accrus. Oui, bien sûr. Bah, un cheval à l'entretien, globalement, on part sur 25, pour un cheval de 500 kg, hein, pour faire simple, on part sur 25 litres par jour. Voilà. Donc, sachant que quand on a des chevaux qui sont souvent logés au box, etc., donc ce sont des chevaux qui reçoivent du foin, qui est un aliment sec, et du concentré également sec, c'est-à-dire 90% de matière sèche dans les deux cas. Donc, ça demande vraiment de mettre de l'eau à disposition de bonne qualité. Attention aux abreuvoirs, à ce que le débit soit suffisant, à ce que, idéalement, il faut les abreuvoirs profonds, etc. Donc, le mieux, c'est le seau, hein, clairement, mais après, c'est pas forcément ce qui est le plus simple pour le propriétaire. Et Voilà, si donc ça, c'est l'abreuvoir n'est important. pas à niveau constant, le débit suffisant, c'est quoi, 8 litres par minute, ou c'était pas quelque chose comme ça? Ouais, on va dire, pour un cheval de sport où les besoins ne vont pas forcément être les mêmes que pour un cheval de course, on va être un peu large, on va dire 6 à 10 litres par minute. Donc là, il suffit de faire déborder son abreuvoir et puis après de mettre un seau dessous. Donc on arrête bien sûr d'appuyer sur la pipette ou sur la palette, on met le seau dessous, un seau vide bien sûr gradué, un seau de chez nous par exemple. Et ensuite on appuie sur la pipette ou palette pendant 1 minute. Et puis Ok. on regarde après, au bout d'1 minute, on va regarder dans le seau combien de litres on a recueilli, finalement, on a récolté. Et voilà, donc ça nous donnera le débit par minute, un litre par minute. Et donc De toute là, façon, on vise entre 6 et 10. ouais, c'est facile de se rendre compte qu'un cheval, ne serait-ce que s'il est à l'entretien et qu'il a besoin de 25 litres par jour, il devra passer un certain temps à l'abreuvoir pour boire Oui, 25 litres si le débit est suffisant, quoi.
Bah, le truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'un cheval, globalement, il va passer, les études montrent que c'est variable, mais globalement, en moyenne, c'est moins de 10 minutes par jour. Donc, à boire, à l'abreuvoir. 10 minutes, ça paraît long, mais après, quand vous faites le calcul, si vous avez 6 litres minutes, 10 minutes, ça fait 60 litres. C'est tout juste bon pour un cheval de course qui transpire ou une jument en lactation. Tout de suite, on a les poulinages là, qui arrivent. Une poulinière en lactation, elle va doubler ses besoins en eau. Elle passe de 25 litres à 50 litres par jour. Ça se comprend facilement avec la production de lait, notamment. Mais donc voilà, faut vraiment le prendre en compte pour le cheval de sport. Et donc ces besoins peuvent après être augmentés. Alors ça va dépendre de la dépense, et de l'intensité du travail, des conditions climatiques. Mais à l'extrême, ça peut être facilement doublé, voire un peu plus. Donc ça peut être à 50 litres par jour, 60 litres. Déjà 50 litres, c'est déjà pas mal, mais en fonction des conditions, on peut aller même un petit peu au-delà. Et donc il faut vraiment, faut bien se dire qu'un cheval est un mammifère et voilà, en tant que mammifère, il a besoin de boire à l'entretien, c'est 2 fois plus d'eau que de matière sèche, quoi. Donc ça, faut bien être conscient de ça. C'est-à-dire qu'on est sur 12 kilos de matière sèche, à peu près, 10-12 kilos. L'eau, on est sur 25 litres, quoi. Donc 25 kilos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, quoi. Souvent, on n'en a pas conscience. Ouais. Et que les besoins peuvent doubler, au moins Ah oui, doubler à l'effort, quoi. voilà, Largement. ce qui n'est pas le cas de la matière sèche. Voilà. Ouais, ok. Ok, donc on a parlé foin, eau, sel. Ensuite, comment déjà savoir si le cheval a besoin d'un aliment concentré et comment, s'il en a besoin, comment choisir l'aliment et quelle quantité distribuer? Selon quels Alors, critères, en fait, tu vas ouais, juger ça? alors l'aliment concentré, déjà, bon, si on l'apporte en complément d'un fourrage, donc souvent on l'appelle aliment complémentaire de fourrage. Donc déjà, il y a des choses qui vont être liées au fourrage, qui seront indépendantes de l'activité du cheval et du cheval. Ça va paraître, plus ou moins indépendantes en tout cas. Ça va être par exemple tout ce qui est minéraux, oligo-éléments, vitamines, sachant qu'on est sur une population adulte, bien sûr, j'exclus les juments en lactation, les poulains, etc. Donc quand on est sur Ouais, des on parle du individus cheval de adultes, sport adulte. voilà, donc on va avoir forcément certains nutriments qui vont varier en fonction de l'activité. Je pense à la vitamine E, aux antioxydants. Mais après, tout ce qui concerne le cuivre, le zinc, les oligo-éléments classiques, on va dire, même le sélénium, eh bien ça va dépendre, ça dépend en général du fourrage, sachant que quelquefois on a besoin de faire l'analyse pour ajuster au mieux. Mais d'un point de vue général, les fourrages français, voire un peu, voilà, le fourrage en général, le foin de graminées en général, plutôt pauvre, nécessite une supplémentation en oligo-éléments, cuivre, zinc, sélénium, iode. Alors, fer manganèse, c'est pas toujours le fer, c'est rarement nécessaire, voire jamais. Et le manganèse, c'est variable, mais c'est pas toujours nécessaire non plus. Ouais, Mais le bon, fer, si le cheval reçoit, on en a déjà parlé pardon, plusieurs fois, si le oui, cheval reçoit suffisamment de fourrage, ses besoins en fer sont largement couverts. ah oui, complètement. Ok. Complètement. Et puis après, il y a les apports donc en certaines vitamines, vitamines A, D, pourquoi pas aussi les vitamines du groupe B. Bon, bah, là, de toute façon, on peut partir sur une alimentation complémentaire qui va apporter donc tout ça. Donc au minimum, ça va être un aliment complémentaire qui apporte ces nutriments. Et puis après, on va évaluer bien sûr l'énergie, les apports énergétiques. Donc ça va se faire en fonction forcément de l'état corporel du cheval déjà pour commencer, de son poids éventuellement. On va juger un petit peu pour une activité donnée qui est en place depuis un moment. C'est-à-dire que si après on a une activité qui est amenée à augmenter ou une intensité amenée à augmenter, bien sûr qu'il faudra ajuster et le prendre en compte. Mais à l'instant T, quand le cheval est déjà dans un cycle de travail donné depuis un moment, que son état corporel est jugé stable, bien là on va voir si on a besoin ou pas, admettons qu'il soit juste au foin. On va regarder son état corporel. Si l'état corporel est satisfaisant, c'est-à-dire entre 3 et 3,5 sur 5, si on se base sur le système français, bah là on peut se dire qu'effectivement il n'y a pas forcément besoin d'apporter un aliment complémentaire qui apportera de l'énergie en plus de celle du foin. Donc c'est là où pas forcément besoin de céréales, pas forcément besoin de choses qui sont très énergétiques. Les matières grasses, ça peut quand même être intéressant parce que les matières grasses, en plus des apports énergétiques, sont intéressantes par les apports en acides gras essentiels. Voilà, elles peuvent quelquefois, quand on les choisit bien, par exemple, je pense aux oméga 3 apportés via le lin, eh bien, elles sont intéressantes pour la santé du cheval. Donc là, ça Même pour la dépasse un santé petit peu, générale. voilà, ça dépasse un peu les apports énergétiques. Donc Ok. ça, il faut pourquoi pas. C'est ce qu'on peut avoir, par exemple, dans ce genre de situation où, imaginons, le cheval couvre ses besoins énergétiques en ingérant que du foin. On peut imaginer quand même incorporer une petite quantité de céréales frites, par exemple. D'autant plus que, voilà, si le foin est plutôt moyennement pourvu en protéines, ça permettra, avec le céréales frites, de rehausser un petit peu les apports pour finalement couvrir les besoins aussi quotidiens en protéines.
Ça, c'est l'autre paramètre qu'il faut évaluer avec la musculature, donc dorsale, les deux grands groupes avant-main, arrière-main, avec la pointe de l'épaule, et tous les reliefs osseux, on va dire, voir s'ils sont bien. On a des reliefs, la pointe de l'épaule, par exemple, moi j'aime bien la regarder de 3/4, voir si elle est bien, finalement, si on a des insertions musculaires qui sont plutôt charnues, plutôt volumineuses ou pas. Ça peut traduire justement une certaine amyotrophie, le dos forcément, du garrot au sacrum, ça c'est important, tout ce qui est arrière-main aussi, et puis sangle abdominale. Donc là, ça va nous donner on va dire un état, ça va nous permettre de faire un petit état des lieux de la condition musculaire du cheval. Et puis, on pourra finalement associer ces observations-là à l'analyse de ration. Et puis, admettons qu'on ait un cheval qui ait, on va dire, une musculature légèrement insuffisante et qu'il en est de même pour les apports protéiques de la ration, on pourra rehausser ces apports protéiques en espérant justement corriger ce problème de musculature. Ok. Donc en fait, il est important de bien faire en fonction, de bien évaluer l'état corporel de son cheval pour choisir déterminer la ration qui va lui convenir. Et pour ça, il faut bien faire la distinction, tu l'expliquais, tu l'as aussi beaucoup bien expliqué on avait fait un live et un podcast sur la reprise d'état corporel. Il faut bien faire la distinction entre la masse adipeuse, la masse graisseuse et la masse musculaire. Ouais, exactement. Et donc, à partir de là, et puis après, on connaît son cheval, donc on pourra, ça c'est quand, là je parle pour moi, quand je connais pas le cheval, j'arrive dans l'écurie, c'est un peu l'examen que je mets en place, entre guillemets, pour essayer d'évaluer au mieux la situation. Après, quand on connaît son cheval, on pourra ajuster, puis en fonction du foin qu'on fera analyser d'une année sur l'autre, par exemple. Après, on sait que, tiens, là, cette période-là, il faut peut-être que je monte un peu les protéines, parce que effectivement, il a tendance à perdre un petit peu au niveau musculaire, et puis après, voilà, on ajuste en s'appuyant sur des choses objectives, en tout cas le plus possible, et puis en évitant de tomber dans des clichés et dans finalement des choses qui sont biaisées, quoi, et notamment l'histoire du cheval gros, cheval gras, ou quand on a un cheval ventru, très souvent on me dirait, le cheval on me dit mon cheval est trop gros, il faut le faire maigrir, on baisse la ration, alors qu'en fait il est gros certes, mais il est ventru, il n'est pas gras. Et dans ce genre de cas, on a plutôt souvent affaire à une amyotrophie, donc un déficit de musculature, et qui s'observe aussi au niveau dorsal notamment. Au niveau des abdos, de la sangle abdominale, est souvent lié aux muscles du dos. Ouais. Oui, exactement, parce que déjà, ce sont deux systèmes qui fonctionnent ensemble. Il y a ce côté gravitaire aussi, forcément avec les viscères qui appuient systématiquement sur la sangle abdominale. Bon, dès qu'on a finalement un cheval qui se démuscle, un peu comme nous, forcément que ça peut accentuer le phénomène. Et voilà. Et donc après, on va regarder aussi en fonction des côtes, etc. Mais quelquefois, on a des chevaux pour lesquels on sent très bien les côtes, on les voit presque. Le dos est pas suffisamment musclé, le cheval est ventru, et là, il est clair que le cheval n'est pas du tout gras. C'est l'inverse. Donc, si on baisse la ration concentrée, on ne fera qu'accentuer le phénomène. Et donc, au bout d'un moment, on ne va pas comprendre, quoi. Donc là, la solution, c'est plutôt de faire l'inverse. C'est pas forcément d'augmenter l'énergie, mais c'est de commencer par renforcer les protéines. Donc, quand par exemple, on a un cheval qui a, 3 kg d'adulte chez nous, ou 2 kg d'adulte chez nous, et puis un foin qui est très pauvre en protéines et très riche en cellulose, parce qu'il a été fait à un stade très avancé, il y a deux solutions. Soit vous augmentez la ration concentrée, donc l'adulte, vous montez de 1 kg par exemple, parce que vous avez les côtes qui sont découvertes et que l'état d'engraissement n'est pas suffisant. Soit, si l'état d'engraissement est suffisant, plutôt que d'augmenter la quantité de concentré, on va plutôt soit rajouter un supplément type Neostimule, soit on pourra remplacer, pourquoi pas, de l'adulte par du breeding, pour renforcer les apports protéiques sans forcément bouger les apports en énergie. Ok, très clair. Et pour rappel, pour ceux que ça intéresse, dans le podcast reprise d'état corporel, tu avais vraiment bien détaillé tout ça. Tu parlais tout à l'heure du céréal free, donc c'est un aliment sans céréales qui permettait d'apporter oligo-éléments, vitamines, des protéines, et aussi source d'oméga 3 notamment. Du coup, un aliment à base de céréales, parce qu'on a souvent la question, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est ou pas? Ça va dépendre de l'état du cheval et de son énergie. Mais... Oui, bien sûr. Après, il est vrai que les céréales sont pas trop à la mode en ce moment. Mais il faut bien se rappeler que le pourquoi est-ce que depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps, on incorpore des céréales dans la ration des chevaux? Tout simplement parce que les céréales contiennent une réserve énergétique importante pour la graine déjà, pour le germe à la base, mais qui va être utilisée par les mammifères notamment, et puis les animaux en général, et donc qui est l'amidon.
la farine. Et donc, cet amidon est un concentré d'énergie. Et globalement, les céréales vont être 2 fois plus concentrées en énergie que du foin. Ça, c'est d'un point de vue, on va dire, général. Et donc, ça permet, pour une quantité de matière sèche donnée, d'augmenter finalement les apports énergétiques. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, quand on a vraiment besoin, sur un cheval qui a une activité importante, qui voyage, etc., d'apporter des céréales en quantité modérée, voire un petit peu importante, en faisant toujours attention, bien sûr, aux recommandations pour ne pas générer, en tout cas, pour ne pas favoriser les ulcères gastriques et les autres problèmes en lien avec les glucides, problèmes métaboliques ou autres. Mais on a chez certains chevaux, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ils vont couvrir leurs besoins énergétiques via le foin quasi uniquement. Donc là, dans ce genre de situation, le recours aux céréales n'est pas forcément indispensable. Maintenant, moi, d'un point de vue général, pour un cheval de sport de 500 kg logé dans un box qui mange du foin de prairie classique, en général, il n'y a aucun problème, sauf exception bien sûr, mais ça reste vraiment des exceptions. Aucun problème à ajouter un petit peu de céréales, à partir du moment où on respecte les recommandations. Il n'y a vraiment aucun problème de mon point de vue. Et faire la chasse aux céréales à tout prix, c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques années aux États-Unis où derrière nous, on a vu après des articles qui arrivaient où finalement les scientifiques là-bas expliquaient que les aliments sans céréales, oui, ok, pour certains chevaux qui en ont vraiment besoin parce qu'ils ont des problèmes de santé en lien avec les céréales et les glucides, ou alors pour des chevaux qui n'ont pas de besoin énergétique autre que, supplémentaires importants et qui peuvent être couverts par le foin. Hormis ces populations-là, pour des chevaux normaux qui ont des besoins qui sont modérés à plutôt assez importants, aucun souci pour avoir recours aux céréales. Mais c'est vrai qu'il faut encore une fois, faut rester raisonnable, faut essayer d'évaluer au mieux les besoins de son cheval, et puis tout simplement en évaluant son état corporel et en voyant si, avec la ration en place, qui en général contient des céréales, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas. C'est-à-dire que si par exemple le cheval reçoit 1 kg par jour d'une ration concentrée à base de céréales, et que le cheval a un état corporel de 4/5, là effectivement on peut se dire que c'est pas forcément nécessaire de lui apporter les céréales. Alors après, il y a des considérations énergétiques, des considérations plutôt là qui concernent plus les cavaliers sur l'énergie du cheval, en tout cas le peps, etc. du cheval, où il est vrai que quand on apporte des sucres plus rapides que ceux apportés par le fourrage, parce que je le rappelle, la cellulose, la fibre, c'est une chaîne de sucre aussi. C'est juste que c'est une chaîne de sucre qui doit être fermentée par des bactéries. Donc c'est un peu, finalement une assimilation différente pour le cheval. Mais donc avec les céréales, on a effectivement une assimilation en général plus importante de glucose au niveau de l'intestin grêle. Donc ça monte plus facilement la glycémie, donc ça joue plus facilement sur certaines hormones qui vont influencer le comportement du cheval. Donc, et puis aussi la mise en réserve dans les muscles, même si ça, faut aussi rester modéré là-dessus. Donc là, de temps en temps, effectivement, quand on a des cavaliers qui souhaitent avoir des chevaux un peu plus sur le gaz, entre guillemets, on peut avoir effectivement recours aux céréales, mais encore une fois, on va pas leur mettre 5 kg de céréales. Dans ces cas-là, on va jouer légèrement, on va aller en faveur, on va le prendre en compte, et puis on va augmenter un petit peu la part de céréales, mais on fera toujours attention à rester vraiment à respecter les recommandations, et puis à faire en sorte de trouver un équilibre entre l'état corporel du cheval, sa santé digestive, et puis après sa santé, son niveau d'énergie, on va dire, pour l'effort. Ok, bien faire en fonction de son cheval, tout est une question d'équilibre et respecter les recommandations, notamment en amidon. Si je résume, genre en trois points. Okay. On a souvent cette question, est-ce qu'il faut adapter l'aliment, donc le choix de l'aliment et la quantité distribuée selon l'effort? Alors, selon les jours travaillés, par exemple, en semaine, entre les jours de la semaine, les week-ends, etc., ou selon la période, genre période de compétition ou période plus soft en termes de travail? Ça dépend, tout dépend des aliments auxquels on a affaire. Déjà, si on regarde à l'échelle de la semaine, il est clair qu'un cheval, en fonction de ses jours de travail, on va plus ou moins augmenter la ration ou la diminuer. Donc là, il n'y a pas besoin de changer d'aliment. Là, on va finalement faire bouger, faire varier les apports énergétiques en augmentant ou en diminuant la ration, sachant que les jours de repos, on va clairement diminuer pour prévenir après les problèmes de santé à la reprise du travail. Ça, c'est surtout pour les chevaux de course. C'est important de le faire. Ah oui, c'est important, clairement important, et éviter ce qu'on appelle tout ce qui est maladie du lundi, les problèmes musculaires, tout ce qui est myosite et compagnie,
qui sont notamment causés par des excès d'énergie sous forme de glucides. Donc attention. Ok. Donc ça, c'est important. On fera attention aussi à ne pas anticiper les apports en concentré. C'est-à-dire que si mon cheval a un concours ce week-end, mercredi, jeudi, vendredi, on ne va pas lui augmenter sa ration. Il n'y a pas d'intérêt de le faire à si court, finalement à si court terme. Soit on se dit, bon, mon cheval rentre dans une période de concours importante, et dans ce cas, bien, je suis à 3 semaines, 1 mois de l'échéance, de la première échéance. Donc, je vois qu'il est un peu juste et je voudrais lui mettre un petit peu plus de réserve, entre guillemets, parce que souvent, durant la saison de concours, il a tendance à perdre de l'état. Bon, bah, dans ce cas, on peut rajouter 1 litre, par exemple. Après, ça reste bien sûr empirique, hein, mais en tout cas, on y va à tâtons. Et donc là, il n'y a pas de problème, c'est fait de manière raisonnée, on anticipe, etc. Mais le faire 2-3 jours avant, il ne faut pas espérer faire ce qu'on appelle une mise en charge de glycogène dans les cellules musculaires, comme on peut l'avoir avec les humains. Le cheval ne fonctionne pas du tout comme ça. Voilà, ça c'est lié à l'évolution de ça, au fil des années, des décennies, tout ça. Et donc en fait, ça ne dépendra pas de la quantité de céréales qu'il aura reçu dans les jours précédant l'effort. Donc ça n'a aucun Ok, intérêt donc de le faire. mauvaise idée d'augmenter la ration Ouais, quelques jours avant. Très quelques jours mauvaise idée. avant, mauvaise idée. Par Ok. contre, ce qui peut être fait, parce que après, dans un aliment concentré, après, quand tu parles de changer d'aliment en période de concours, ça peut être aussi de passer sur un aliment qui va contenir, par exemple, plus d'antioxydants, etc. Donc là, pourquoi pas? On peut avoir chez nous le cas de figure avec adulte, passer sur l'adulte énergie, ou alors adulte énergie, passer sur le science. Pourquoi pas? Mais là, c'est pareil, ça demande de le faire quand même plusieurs semaines à l'avance, moi, de mon point de vue. Pour moi, Genre idéalement, 3 c'est 3 semaines à semaines à mois. l'avance? Bah, c'est Ouais, l'idéal, ouais. Alors après, 3 vu que semaines c'est les avant. aliments, oui, voilà. Après, nous, quand c'est les aliments de chez nous, forcément, les aliments sont assez proches. Donc, même si on le fait 10 jours avant, ça devrait passer, quoi. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. Je veux anticiper tous ces changements. Ok. Après, l'autre solution, plutôt que de changer tout le temps d'aliments, etc., c'est de garder son aliment et puis d'ajouter des suppléments en fonction de la situation, quoi. Quand on veut, par exemple, sécuriser le transport et tout ce qui est troubles digestifs, on peut avoir recours au moins 10 jours avant le premier transport à la flore, par exemple, qui contient des probiotiques, etc. Sachant que les études ont montré qu'il fallait au moins 10 jours aux levures pour se mettre en place. On peut aussi ajouter, en tout cas faire avaler une seringue de gastricgel à son cheval avant de monter dans le camion ou dans le vent. Ça, c'est intéressant, c'est un pansement gastrique pour le confort gastrique durant le transport, parce qu'on sait que le transport peut aussi favoriser les ulcères gastriques, donc il faut faire attention à ça. Ouais. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les antioxydants, où là, c'est un peu la même chose qu'avec les probiotiques. Il faut se laisser un peu de temps. Les études, en gros, montrent que, alors, quand on commence une supplémentation, on commence à voir les effets, alors en fonction des études, dès 7 jours. Donc, il faut au moins le faire une semaine avant. Mais puis après, voilà, une semaine, 10 jours avant. Puis après, on poursuit durant la phase de concours si c'est un week-end. Et puis, on prolonge même quelques jours après le. En Le gros, retour. ouais, voilà, globalement, c'est une semaine avant, une semaine après, quoi, si on veut Ouais. vraiment encadrer. Au moins, on a fait 15 jours et c'est très bien. Et donc ça, Il y c'est avait quoi pour comme protéger. produit du coup? Pour protéger tout ce qui est groupe musculaire, en fait, c'est les antioxydants, en tout cas les plus classiques, mais qui fonctionnent très bien. Donc la vitamine E, alors la forme, là, chez nous, la forme de synthèse, ce qui marche aussi bien, mais qui est quand même moins efficace que la forme naturelle, mais qui va être associée au sélénium. Donc vitamine E de synthèse avec sélénium, ça c'est notre E sélénium. Ouais. Et puis autrement, on a la E naturelle, donc là tout court, hein, c'est une vitamine E qui est extraite d'huile végétale. Et qui a une activité biologique qui est supérieure à celle de la vitamine de synthèse, voilà, donc qui est sous forme huileuse. Donc elle Donc sera mieux assimilée par le cheval, c'est ça la forme naturelle? exactement, c'est-à-dire parce qu'après, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais oui, globalement, c'est la forme de cette vitamine et la forme qui est biologiquement active dans l'organisme du cheval ou même chez nous, hein. Et donc, on a une meilleure efficacité, un meilleur effet antioxydant. Voilà, et par rapport à la vitamine de synthèse qui, elle, en plus de cette forme biologiquement active, contient d'autres formes qui sont moins actives. En fait. C'est une question d'agencement de molécules et compagnie, enfin peu importe. Mais voilà, donc globalement c'est un peu ça la diff. Alors forcément le prix est différent, mais après c'est vrai qu'on peut, moi ce que je trouve intéressant dans ce genre d'approche, c'est de pouvoir cibler avec la vitamine E naturelle sur une quinzaine de jours. Je pense que le jeu en vaut la chandelle, alors que le E sélénium, moi je vais plutôt le mettre sur du moyen terme durant toute la saison de concours si besoin, par exemple, pour corriger une ration qui serait faible, par exemple en quantité. Ouais. Et donc là, on voit qu'il nous manque 0,5, 1 mg de sélénium et puis 500 mg, 1 g de vitamine E. Bon, là, on peut ajouter du sélénium, on va dire, au quotidien, quoi. Voilà. Au quotidien, ok.
Et à ce moment-là, il y aurait, enfin bon, ça va dépendre des quantités, j'imagine, il n'y aurait pas forcément besoin, autour de la période de la compétition, de rajouter de la naturelle en plus. Bah, ça dépend, ça dépend parce que après, on va dire au quotidien en général, ce qu'on recommande, c'est 2000 mg UI de vitamine E donc, par jour. Souvent, c'est de la synthèse, hein, c'est celle qui est apportée via l'aliment ou le supplément de sélénium. Et pour les concours, on a certaines études qui montrent qu'on peut aller jusqu'à 4000, 5000 mg. Donc là, sachant que 10 ml de naturel de tête vont apporter 1360 UI, donc enfin peu importe, on peut en apporter quand même 15-20 ml en plus de cette ration qui apportera, on va dire, la dose quotidienne de 2000 par exemple en vitamine Ok. E. Donc, si je Voilà. peux simplifier, souvent, hein, j'en fais pas une généralité, mais le sélénium, tu l'utilises plutôt pour corriger une ration et le naturel plutôt pour renforcer vraiment les apports dans la période proche, enfin, genre Ouais, une semaine avant, plutôt une en semaine cure. Ouais, après, ouais, en voilà. cure autour de Plutôt en la mode cure. compétition. Ouais. Ok, d'accord, c'est Exactement. clair. Ouais. Ça marche. Donc là, on a parlé système digestif avec le Flore pour la flore digestive, le Gastric Gel pour la protection gastrique, le sélénium naturel pour le système musculaire. Il y a les articulations aussi, il me semble, à protéger. Oui, bah, c'est clair qu'après, quand on est sur tous les chevaux de sport, hein, on a des chevaux qui font du saut d'obstacle, par exemple, ou du dressage, hein, peu importe, les trois disciplines, que ce soit dressage, CSO complet, bien les articulations vont être sollicitées quand même de manière de plus ou moins importante. Et donc là, effectivement, on a aussi, on peut, on va dire, nourrir ces articulations entre guillemets, donc avec des chondroprotecteurs qu'on va retrouver dans des suppléments comme le Flexi, par exemple, Flexi, Super Flexi. Alors, le Super Flexi, c'est encore un peu plus particulier puisqu'on a d'autres nutriments en plus, mais déjà dans le Flexi, on a déjà les chondroprotecteurs classiques, hein, chondroïtine, glucosamine, MSM, donc apportés via des formes qui sont actives, hein, qui sont efficaces. Alors, il est clair que pour toujours faire le point là-dessus, l'assimilation de ces nutriments est globalement assez faible, puisqu'on est sur des grosses molécules. Alors, je mets les MSM à part, les chondroïtine, glucosamine. Maintenant, les doses qu'on apporte, qui sont conseillées, qui sont apportées via notre complément, eh bien, sont des doses qui ont été calculées et qui présentent un effet à la fin. Puisque maintenant, on a plein d'études sur le sujet qui montrent que finalement, quand on apporte ces nutriments sur le moyen terme, long terme, hein, en tout cas, on a des études maintenant de 5 mois et plus, eh bien, on va améliorer, on va contribuer à améliorer la locomotion des chevaux âgés, par exemple. J'ai une étude en tête là-dessus. Et donc, on a une amélioration qui se fait de mois en mois. Et voilà. Mais par contre, il faut respecter les bonnes doses. Ça, c'est clair, parce que pour prendre en compte cette assimilation qui est plutôt faible. Mais on a quand même une efficacité, ça, c'est clair. Et puis, on peut aussi, donc ça, c'est le côté, on va dire, nutrition de l'articulation. On peut aussi, donc ça, c'est le côté arthrose pour tout ce qui est prévention, gestion de l'arthrose sur les chevaux âgés. Et puis, j'ai une autre étude en tête aussi qui avait montré que le fait d'apporter ces chondroprotecteurs permet aussi d'espacer, hein, les infiltrations, parce qu'on sait que les chevaux de sport, quelquefois, un peu comme chez nous, hein, on peut avoir besoin de les infiltrer au niveau articulaire pour les aider quand ils souffrent d'inflammation d'un boulet, d'un jarret ou autre. Eh bien, voilà, les chondroprotecteurs en association, en tout cas en plus, permettent, quand on les distribue sur le moyen terme, permettent ou permettraient, parce que après il y a j'ai une étude en tête, donc il faudrait le confirmer, mais en tout cas cette étude était très intéressante et avait démontré que ça permettait d'augmenter l'intervalle entre deux infiltrations. Ok, ça marche. Les électrolytes aussi, ça peut être un complément intéressant, Oui, important de ouais, combatre. bah oui, ça rejoint un petit peu la pyramide du départ dont on parlait. Les électrolytes sont des sels, hein, des sels minéraux, donc sodium chlorure qu'on trouve dans le sel classique, et puis on rajoute potassium, un peu de magnésium. Et donc là, oui, il est clair qu'en fait, le but des électrolytes, c'est tout simple, hein, c'est de compenser les pertes qu'on peut avoir via la sueur. Donc après un travail où le cheval a transpiré, après un transport aussi, eh bien, il ne faut pas hésiter à donner des électrolytes à son cheval. Et le but étant de restaurer et de reconstituer les réserves, et puis aussi de favoriser la prise d'eau, ça c'est important. Parce que le vrai truc, hein, sur la récup, souvent on parle de seringues, de trucs, de vitamines, de bidules. Bon, ok, c'est très bien de se pencher là-dessus, mais la première chose, ça va être l'hydratation, hein. Un organisme déshydraté, il est clair qu'il va beaucoup, beaucoup moins bien récupérer, puisqu'en fait, on comprend bien que les déchets qui sont produits au niveau musculaire, il faut qu'ils soient éliminés. Et donc, pour être éliminé, il faut qu'ils passent dans la circulation sanguine, qu'ils passent après par le foie, etc.
et qui soit métabolisé, éliminé et compagnie. Et donc ça demande vraiment d'avoir un organisme bien hydraté. Et donc pour vraiment avoir un cheval qui encaisse bien un événement, une compétition, un voyage, tout ça, il faut vraiment faire très attention à l'eau. Ça, c'est un vrai point important. En revanche, il me semble juste que quand tu amènes des électrolytes, il faut pouvoir t'assurer que le cheval boive suffisamment à côté. Oui, exactement. Ça a toujours été la grande discussion et puis la grande controverse qu'on pouvait avoir. C'était en endurance où on n'était pas tous d'accord. Effectivement, quand on met des électrolytes à un cheval en seringue, par exemple, si le cheval ne boit pas derrière, on peut créer ce qu'on appelle une déshydratation secondaire, un appel d'eau dans les voies digestives, ce qui est surtout pas souhaitable. Et en plus de couper l'appétit au cheval. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous a répété en endurance, et c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver justement un moyen d'apporter ces électrolytes sans créer d'effets secondaires. Et donc pour ça, je pense que le mieux, c'est d'habituer son cheval à boire de l'eau qu'on appelle isotonique, donc une eau qui est chargée en électrolytes, un petit peu comme vous, quand vous faites du sport et que vous buvez des solutions à base d'électrolytes colorées en bleu, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un peu pareil, c'est pas forcément toujours très agréable, mais en tout cas, voilà, l'idéal, c'est d'apporter les électrolytes en même temps que l'eau, quoi. Donc pour ça, ce qui est recommandé, il y a des études qui le montrent aussi, c'est de faire boire à son cheval, par exemple, après un effort, les 10 premiers litres d'eau sous forme isotonique. C'est-à-dire isotonique, c'est comme de l'eau qu'on va perfuser à un cheval dans une poche, donc ce qu'on appelle par exemple du Ringer ou du chlorure de sodium 0,9%. Donc c'est de l'eau qui contient globalement des électrolytes en quantité assez importante. Donc ça, faut pas hésiter. Puis ensuite, on met de l'eau claire, et donc sans électrolytes. Et voilà. Mais sauf que là, pour y arriver, il faut entraîner son cheval à boire cette eau-là. C'est-à-dire qu'après un effort, quand on arrive, on le décèle. La première chose qu'on fait, on lui met le licol et on lui propose, parce qu'après l'effort, c'est souvent à ce moment-là qu'ils ont soif. Donc on lui propose tout de suite un seau d'eau, isotonique plutôt. Et donc là, au début, voilà, le cheval va apprécier ou pas. Mais au bout d'un moment, en général, on arrive à les habituer gentiment. Et ça peut quand même être super intéressant pour la récup. Ok. À part, t'as pas des petits tips pour les faire boire l'eau plus facilement? Si, on peut effectivement, après il y a tout un tas de choses. Effectivement, il y a le jus de pomme qu'on peut essayer. Le cheval est très sensible à la qualité de l'eau, et notamment déjà le truc tout bête, c'est un petit peu ceux qui ont des poissons, ils sauront. Quand vous tirez de l'eau du robinet, souvent c'est de l'eau chlorée, parce que voilà, il y a du chlore qui est ajouté dans l'eau. Le chlore, c'est pas apprécié des chevaux forcément. Donc ce qu'il faut faire déjà idéalement, c'est tirer de l'eau un peu en avance pour laisser le chlore s'évaporer. En général, on dit en 24 heures, vous évaporez le chlore. Et donc ensuite, l'eau sent beaucoup moins le chlore. Déjà, ça c'est un point déjà qui peut être intéressant. Quand vous êtes sur un concours et que l'eau elle pue le chlore, ça arrive. Déjà, si vous pouvez tirer quelques litres finalement dans des bidons ou dans des seaux, c'est mieux à l'air libre pour que le chlore s'évapore. Déjà, ça facilitera les choses du point de vue du chlore. Et puis après, effectivement, on peut ajouter qui met de la grenadine, du jus de pomme. Enfin, attention à ne pas mettre des trucs dopants. On ne met pas des trucs à base de thé ou je sais pas quoi. Faire attention. Et puis voilà, après l'idée, mais encore une fois, l'idée pour moi, c'est d'entraîner son cheval. Ne serait-ce que, je pense toujours à l'endurance, parce que c'est vraiment un sport très contraignant où les chevaux ont clairement besoin de boire, parce qu'un cheval peut perdre 50-60 litres de sueur sur une grosse compétition, donc c'est énorme. Et donc le seul moyen, pour pas avoir des chevaux sous perfusion à la fin, c'est vraiment faire en sorte qu'ils boivent. Et donc là, clairement, ça demande, quand on les entraîne, quand on les fait galoper, quand on leur fait des bonnes séances, on leur apprend à boire. Les chevaux de course, c'est pareil. Quand ils rentrent de la piste, on leur met un seau d'eau. Et donc les chevaux de sport, pour moi, il faut faire pareil. Il faut vraiment les conditionner, parce qu'après, ne serait-ce que quand le cheval voit le seau, il se dit c'est l'heure de boire. Et donc ça, c'est important. Et tu les conditionnes en leur apportant régulièrement jusqu'à ce qu'il y aille, quoi. C'est ça. Un cheval, c'est un animal routinier. Et, il a sa routine quand il rentre du travail. Soit vous détendez un petit peu au pas, tout ça. Vous rentrez, vous décellez, vous mettez le licol, vous couvrez. Et paf, il faut lui proposer le seau dans la douche ou dans la salle de soins. Et il faut que ce soit limite que le seau soit au pied de la salle, un seau d'eau propre. Et puis quelquefois, ils y vont d'eux-mêmes au bout d'un moment. Ils arrivent, ils savent que le seau est là, et ils y vont. Donc ça, c'est important. Ok. Est-ce que je peux t'embêter avec une dernière question concernant le mode de distribution de la ration concentrée? Alors, on a bien compris que le foin, il fallait qu'il puisse y avoir accès tout le temps sans avoir de temps de jeûne, y compris la nuit. Oui. Concernant la ration d'aliments concentrés, avant l'exercice, après l'exercice, est-ce qu'il faut laisser un laps de temps, un délai mini entre la distribution de la ration et l'effort?
Ouais, alors déjà, d'un point de vue général, pour réalimenter un cheval, après un effort, il faut qu'il ait récupéré, quoi. Parce qu'un cheval qui est encore en train de souffler, qui a une fréquence cardiaque encore augmentée, Ouais. qui n'a pas encore récupéré, déjà, ce qu'on peut faire assez vite, c'est lui donner un petit peu à boire. On fait attention à ce qu'il ne vide pas, enfin, voilà, 2 seaux d'eau, et puis de l'eau pas trop froide, parce que ça arrive aussi. Moi, j'ai déjà vu, enfin, voilà, on m'a déjà rapporté des chevaux qui faisaient des syncopes, parce qu'ils, voilà, en buvant trop d'eau fraîche, par exemple. Donc voilà, donc d'abord l'eau. Donc voilà, quand le cheval a récupéré de son effort, bon, déjà on commence par le fourrage, ça c'est clair. Et puis ensuite, en fonction du niveau d'effort, on va pas forcément le concentrer. Moi, je suis pas pour lui mettre du concentré tout de suite après, puisque si le cheval, eh bien, a finalement produit un effort important, ça a pu potentiellement léser sa flore intestinale. Donc déjà, ça va limiter son appétit potentiellement. Et puis en plus de ça, si le cheval venait à manger, ça pourrait entraîner des troubles digestifs derrière. En plus, faut bien se dire qu'un cheval peut être déshydraté après un effort, donc c'est pas bon pour la réalisation d'un bon transit, parce qu'aussi le sang, finalement, quand on a un effort, le sang va de manière préférentielle aller dans les muscles. Donc le sang va délaisser, si je peux m'exprimer comme ça, va délaisser le tube digestif pour aller plutôt au niveau des muscles et de la peau pour réguler la température, etc. Et donc forcément, qui dit tube digestif moins perfusé, dit tube digestif qui va moins bien fonctionner, etc. Donc attention de ne pas trop le surcharger. Donc le meilleur moyen de faire repartir un tube digestif, c'est de l'eau bien sûr, et ensuite plutôt de la fibre longue, qui va plutôt favoriser un bon transit, etc. Voire de la fibre longue mouillée. Et ça, ça peut être voilà, intéressant. Mais ça, c'est plutôt après un effort, on va dire, assez intense. Maintenant, au quotidien, il est clair qu'il a été démontré, il y a une étude qui est très intéressante là-dessus, que le fait de distribuer ne serait-ce que 1 kg de foin 30 minutes avant la ration concentrée permettait de diminuer des marqueurs de l'inflammation digestive et donc au niveau du sanguin. Donc quand on faisait une prise de sang, eh bien, le fait d'avoir distribué le foin 30 minutes avant la ration concentrée, eh bien, ça limite, si on raccourcit, ça contribuait à limiter l'inflammation au niveau digestif. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ça, finalement, cette étude vient démontrer ce qu'on nous a expliqué, enfin moi, ce qu'on m'a expliqué depuis toujours, à savoir qu'idéalement, il faut distribuer le foin avant la ration. Alors, il y a plusieurs intérêts. Que le cheval en ait tout le temps, mais sinon, au moins, voilà. Qu'il n'ait surtout pas la ration concentrée l'estomac vide, on va dire. Voilà, exactement. Donc ça, c'est l'idéal. Quand un cheval a du foin à disposition en permanence, on ne se pose même pas trop cette question-là. Ouais. Parce qu'il en a toujours sous la main. Donc voilà. Mais, sous la dent. Par contre, sous la dent, ouais, voilà. Et par contre, quand on distribue le foin, comme le concentré, c'est-à-dire en plusieurs repas, il vaut mieux privilégier d'abord le foin, ça c'est clair. Chevaux de sport, chevaux de course, n'importe quoi. C'est vraiment important. Et puis, même si on n'en met qu'un seul kilo ou 2 kilos, l'étude l'a montré, vous pouvez aussi avoir, moi dans les écuries où c'est très compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup de chevaux, parce que finalement, c'est pas facile quand tu as du foin en round ou en tout cas dans des gros conditionnements et que le matin, les gens n'ont pas le temps, etc. On peut aussi imaginer avoir des petites balles et puis en mettre un petit pli qui est préparé la veille au soir. Quand on arrive le matin, on commence par mettre le petit pli qui fait 1 kg ou 2 kg de foin dans la mangeoire du cheval même, ou en tout cas pas loin de la mangeoire. Et au moins déjà, ça, ce sera fait. Et une fois qu'on a fini de nourrir de distribuer le foin, on peut recommencer à l'autre bout finalement en fonction du nombre de chevaux avec le concentré. Voilà, le premier cheval aura eu son foin déjà depuis. Ça dépend après bien sûr de l'effectif, mais c'est important de le faire comme ça. Voilà. Ok, et avant, donc ça c'était pour après, avant l'effort, j'imagine qu'il ne faut pas donner la ration juste avant que le cheval. Alors juste avant, ça peut, parce que vous avez je reprends encore l'endurance. Vous avez des chevaux qui partent, qui sont sur les courses, ils mangent, ils ont le ventre toujours plein, quoi. Ce qu'il ne faut pas, c'est des grosses rations. Donc quand on se limite à 1 à 2 litres, ça passe. Et tout de suite après, à la limite, le cheval travaille, c'est presque moins un problème que quand il le fait 1h30, 1h et demie après, puisque là, on a les sucres qui vont être absorbés, et donc le cheval va se retrouver finalement à produire un effort alors qu'il est dans son pic de glycémie. Ok, d'accord. Et donc là, c'est pas forcément souhaitable. Donc idéalement, il faut respecter 3 heures, on va dire, 3-4 heures. Ouais. Avant comme après? Alors, avant comme après l'effort? Ouais. Oh non, l'effort, après l'effort, on peut nourrir, si c'est un effort classique du quotidien, une demi-heure après, c'est bon. D'accord, mais en respectant bien, genre hydratation, fibre longue et ensuite la ration concentrée. Ouais. D'accord. Mais du coup, donc, pardon, on revient avant l'effort, minimum 3-4 heures entre la distribution de la ration et l'effort.
Ouais, mais en pratique, c'est idéalement. difficilement faisable. Ouais, voilà. Ouais, En c'est ça. général, on essaie de faire 3 heures. Donc après, c'est l'idéal, en fait, c'est quand vous arrivez, ça dépend si votre cheval travaille le matin ou l'après-midi. Les chevaux de course, c'est facile, ils travaillent tous le matin. Les chevaux de Mmh. sport, c'est variable. Certains travaillent le Ouais. matin, d'autres l'après-midi. C'est pas toujours pareil en fonction des jours, On tout ça. travaille rarement tous en même temps. On travaille rarement tous en même temps. Donc voilà, il faut bien prendre en compte. Après, moi, je préfère quelquefois quand vous êtes, vous commencez le matin, vous montez votre cheval pas trop tard après être arrivé. Mieux vaut lui mettre son foin, le laisser boire son eau, le monter. Et une fois qu'il a été monté, vous le laissez récupérer. Il a fait son marcheur, voilà, vous l'avez douché, tout ça. Vous le remettez au box, il mange son foin pendant une demi-heure, vous lui mettez sa ration, sa première Ouais. ration du matin. Si vous l'avez monté à 8h30, vous lui mettez sa ration à 9h30, à 10h. Bon, voilà, il aura sa ration après à midi et demi, 13h. Et puis voilà, quoi. Mais il vaut mieux Mmh. ça Bon, après, on peut aussi, si c'est une petite ration, lui mettre sa ration à 8h et puis partir en piste à 8h30. Mais bon, après, quand Ouais. on Mais faut voir lui mettre sa ration à 8 heures et partir à ce que tu disais 9 heures ou 9h30, ce sera vraiment c'est pas dans pas la bonne idéal. période. Ouais. OK, Après, c'est toujours une question de ration aussi, quoi. Si la ration est plutôt bien faible, sûr. le pic sera limité. Donc, voilà. Mmh. Mais il y a un autre truc aussi dont je me souviens, c'est voilà, une collègue qui m'avait expliqué ça une fois quand elle avait fait un programme de recherche sur du poulain là, et elle s'était rendue compte que les chevaux avaient un pic de glycémie pour la même ration, donc matin et soir. Et bien, le pic de glycémie, donc ça c'est Morgane qui m'a expliqué ça, et le pic de glycémie était proportionnellement plus important le matin que le soir. Alors pour quelle raison? OK, Voilà, pour la même ration. ouais, c'était très OK. étonnant. Alors, Mmh. est-ce que les chevaux, est-ce qu'ils ont tendance à avoir un pic de glycémie plus important le matin que le soir? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut aussi le prendre en compte. Donc, bon, voilà, il faut faire attention. Quand on peut, pas travailler son cheval entre 1 et 2 heures après la ration concentrée, parce que si c'est un petit Ouais, travail, bon, éviter. ça peut le faire, mais quand c'est un travail assez fort, ouais, vaut mieux laisser un laps de temps. Franchement, pas l'idéal. Voilà. OK. Mm. Est-ce que tu as des choses à ajouter qu'on aurait oubliées? Écoute, Importantes. C'est sûr on que a sinon parlé on de peut pas beaucoup de répondre à choses, cette donc question. Ouais, ça fait là, déjà long. là, là, comme ça, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses. Bon, on a sûrement oublié des points, hein, Ouais, c'est sûr. Pour, on aura d'autres podcasts. ouais, et puis pour toute la partie, pour ceux que ça intéresse, sur les compléments nutritionnels, il y a une vidéo dans laquelle on détaille un petit peu tout pour la protection des systèmes digestifs, musculaires et articulaires, qui est aussi dispo, sur tous nos réseaux et sur YouTube. Cyril, merci. Ah, de rien. Et merci à toi, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et puis on vous dit à très bientôt. Salut Cyril. Salut Frédéric. Bye.